Ok, soyons honnêtes, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes fan de K-pop, fan de K-drama ou juste fan de K-pop Demon Hunter. Je sais, tu sais, nous savons. Et j'ai une révélation à vous faire. Vous avez été manipulé par une industrie culturelle puissante. Mais pas de panique, moi aussi je suis tombée la tête la première dans cette spirale magique, brillante, colorée, avec ses chanteurs et ses chanteuses charismatiques, ses acteurs capables de nous briser le cœur en un seul regard. Bref, le genre de truc qui vous fait presque vendre votre âme à l'industrie culturelle coréenne. Franchement, je vous l'avoue, sans honte, mais un peu quand même, ces derniers mois, j'ai enchaîné Golden et Takedown de K-pop Demon Hunter à tue-tête dans ma chambre, sous la douche et parfois même devant mon miroir, chorégraphie incluse. Un vrai retour aux sources pour la fan de K-pop et de K-drama que j'étais au lycée. Oui, j'ai regardé Boys Over Flowers plusieurs fois. Oui, j'ai regardé ensuite tous les dramas avec Lee Min-ho et j'ai versé quelques larmes quand il est parti en service militaire. Évidemment que je faisais partie de la fanbase de Big Bang et évidemment que j'avais tous les albums de 2NE1. Alors, la question aujourd'hui qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi, par exemple, K-pop Demon Hunter explose tout, avec plus de 300 millions de vues sur Netflix et 19 millions de dollars au box-office mondial. Globalement, si on revient à la question initiale, pourquoi est-ce qu'on est happé par cette culture ? Pourquoi est-ce qu'on dépense sans compter dans des concerts, dans des produits dérivés ? Pourquoi on sacrifie parfois nos nuits à binge-watcher des dramas jusqu'à ce que nos colocs, nos parents ou nos copains débarquent dans notre chambre pour vérifier si tout va bien? Oui, c'est du vécu. C'est à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Coucou! Moi, c'est Audrey, la troisième tête du trio de la grande méchante com et par la même occasion, vous l'aurez compris, co-CEO. Et comme mes collègues vous ont donné leur spécialité et leur passion, voici un petit tour d'horizon des miennes. Je suis un peu nerd et hyper focus sur les bords, j'ai pas honte de dire que j'ai eu ma phase emo, otaku, fantasy nerd, alors évidemment, tout ce qui touche à ça, de près ou de loin, ça me passionne. Donc bienvenue sur cette chaîne où le marketing rencontre la pop culture. 14 milliards de dollars. C'est ce que vaut aujourd'hui l'exportation de la culture sud-coréenne. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB de pays comme le Monténégro. C'est pas mal pour des dramas, de la musique, des jeux vidéo et de la skincare. Cette force d'exportation de la culture, elle a un nom, c'est le Hallyu. Désolée pour mon accent, je n'étudie pas le coréen. Donc le Hallyu, c'est ce qu'on appelle la vague coréenne. Vous l'aurez compris, cette vague sud-coréenne, c'est l'exportation massive de tout un univers. Je le répète, la musique, les films et les séries, les jeux vidéo, mais aussi les cosmétiques, la mode et l'alimentation qui d'ailleurs profitent directement de cette hype culturelle. Et on pourra aussi mettre dedans la technologie, mais c'est encore à la limite. Personnellement, face à ça, je me suis demandé comment on en est arrivé là. Et peut-être que vous aussi. Donc pour comprendre comment la Corée est devenue la machine culturelle qu'on connaît aujourd'hui, faut qu'on remonte un peu dans le temps. Suivez-moi, on part en 1997. À ce moment-là, la Corée du Sud connaît une grosse crise économique. Les responsables, les grands conglomérats industriels. Je vais pas prononcer le mot coréen qui existe pour ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ces conglomérats sont en situation de surendettement. Vous les connaissez, si je vous dis Samsung, Hyundai, normalement, ça vous parle. Et ce surendettement, il a une grosse conséquence qui est celle de faire complètement plonger la monnaie nationale. Bref, en 1997, le pays est en galère. C'est une façon de parler pour dire que vraiment, il n'y a plus rien qui va. À ce moment-là, le gouvernement se rend compte d'une chose. Ils sont pauvres en ressources naturelles et son économie repose trop sur l'industrie lourde et la dépendance aux importations. Donc face à ce constat, un petit groupe d'experts du commerce, avec leurs petites mallettes et leurs petits dossiers, décide de se réunir dans une petite pièce et se concerter pour trouver la solution pour sortir le pays de cette crise et de cette dépendance manufacturière envers la Chine et le reste du monde. Une de leurs réponses à la crise est de miser sur quelque chose d'inattendu, la culture populaire. Le gouvernement décide alors de donner à la musique, au drama, aux films et aux jeux vidéo une partie du soutien qu'il donnait uniquement avant à la technologie ou à l'automobile ou à l'électronique. En clair, transformer la culture en marchandise d'exportation. C'est vraiment un nouveau pas dans la stratégie. Le gouvernement a vu dans le soft power un nouveau moteur de croissance économique. Il a donc massivement investi dans les industries créatives en créant des fonds de soutien, des incubateurs et des infrastructures pour encourager la production de contenus de haute qualité. Cette politique volontariste a donné aux entreprises culturelles les moyens de rivaliser à l'échelle mondiale, face notamment à la Chine, face notamment aux États-Unis ou à l'Europe. Le président
Kim Dae-jung, ou Yejong, désolé, a souligné l'importance de la globalisation de la culture coréenne dans son discours inaugural. Donc là, le ton, il est donné. Ça a orienté toutes les politiques culturelles vers le développement et la promotion de la culture coréenne à l'échelle mondiale. Et vous l'avez compris, c'est en gros un raccourci. Je ne suis pas suffisamment calée en histoire, mais c'est un peu le début de l'histoire de ce que vous connaissez aujourd'hui. Et si vous voulez creuser un peu le sujet, vous avez des ressources en description. Alors, si vous voyez des petites oreilles passer, c'est mon toutou qui est là, qui veut pas partir et qui fait des petits partout, donc vous inquiétez pas. Si je vous montre ça, ou encore ça, ou encore ça là-bas, est-ce que ça réveille en vous le fanboy ou la fangirl que vous essayez de cacher au reste du monde? Encore une fois, je vous vois, on est ensemble. Ces petits papillons que vous ressentez, l'amour ou parfois même l'obsession que vous avez pour la culture sud-coréenne sont le résultat d'une stratégie hyper bien ficelée qui ne laisse rien au hasard. Le but est simple, influencer vos émotions, vos décisions et vous pousser à avoir une image ultra positive de ce pays, le soft power. Alors, si vous ne voulez pas que j'éclate votre bulle d'innocence et si vous préférez prendre la pilule bleue et rester dans votre réalité, je vous donne la possibilité pour cette fois de quitter la vidéo dès maintenant. Je ne vous en voudrais pas. Pour les plus courageux d'entre vous, et oui, là, je plagie ouvertement Aurélia, grande fan, refaites-vous un petit café, un petit thé. On va décortiquer tous les mécanismes mis en place pour vous faire adhérer à cette culture et vous faire dépenser votre temps et souvent votre argent. Donc surtout l'argent. Petit warning, je ne peux pas tout aborder ici, sinon la vidéo risque de faire 2 heures. Alors je vais me concentrer principalement sur le cas de la K-pop et des K-dramas. Mais si vous voulez une vidéo sur le phénomène de la K-beauty, des grandes marques de la tech coréenne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos désirs seront des ordres. Il y a tellement de choses à dire sur ces sujets-là. Allons-y! Derrière la magie des concerts, des dramas et de vos stars préférées, il y a une recette imparable. Et comme toute bonne recette, elle repose sur plusieurs ingrédients, dont 3 principaux. Le premier ingrédient, une qualité de production exceptionnelle. Par exemple, chaque clip de K-pop ressemble à un mini-film. Les chorégraphies sont millimétrées, les mélodies ultra catchy et l'image est travaillée jusqu'au moindre détail. Vous vous souvenez peut-être du clip de Dynamite de BTS, tourné en anglais avec une esthétique pop acidulée. Il a battu le record YouTube de la vidéo la plus vue en 24 heures. Les K-dramas aussi sont reconnus pour leur qualité de production tant sur le plan narratif que technique et artistique. Les histoires mettent en avant les émotions et les relations humaines, explorant des thèmes universels comme l'amour, l'amitié, la famille, l'ambition, de façon nuancée. Souvent avec de nombreux rebondissements pour maintenir l'attention à travers les saisons courtes, généralement donc entre 16 et 20 épisodes. C'est pour ça qu'on binge-watch en une soirée, vous avez compris. La production accorde une grande importance à la direction artistique avec des décors soignés, souvent dans de beaux quartiers de Séoul ou dans des paysages à couper le souffle, valorisant donc le paysage sud-coréen. Les costumes sont élégants si vous regardez des dramas historiques, avec une mise en scène visuelle qui participe à l'immersion du spectateur. J'ai cité tout à l'heure des K-dramas, mais on peut aussi citer, qui fait partie de l'industrie, le phénomène Squid Game, qui témoigne du savoir-faire de la Corée du Sud en termes de production, d'immersion culturelle et de storytelling engageant. Le deuxième ingrédient, c'est l'attrait universel. Les K-dramas et la musique K-pop abordent des thèmes, comme je disais tout à l'heure, universels. On rappelle, amour, amitié, confiance en soi, ambition, injustice, etc. Tout en proposant un ancrage culturel authentiquement coréen. Les histoires sont souvent structurées pour toucher à la fois donc des sensibilités asiatiques et des sensibilités occidentales, créant un pont donc entre l'Orient et l'Occident. Les productions de séries et les labels de musique savent intégrer des thèmes qui se veulent accessibles, bref, des émotions que tout le monde peut comprendre. Je vais vous donner un exemple que moi j'aime bien, mais I'm the Best de 2NE1 est à la fois une ode à la confiance en soi, un hymne pour tous ceux qui veulent affirmer leur originalité, leur talent ou leur refus des normes tout en restant sages, vous verrez après pourquoi. L'attrait universel se traduit aussi par ce choix de l'anglais, qui s'est progressivement imposé dans la K-pop depuis les années 2000, devenant un élément structurant des refrains, des titres et parfois de vastes sections des chansons. Des groupes comme Big Bang, 2NE1, puis BTS et Blackpink, ou encore New Jeans, ont multiplié les chansons où l'anglais occupe une place centrale, voire majoritaire.
Et en ce qui concerne les K-dramas, non, les acteurs parlent toujours coréen, hein, vous l'avez compris, mais vous avez peut-être remarqué que les dramas que vous pouvez voir sur Netflix et vos plateformes de streaming préférées portent généralement un titre en anglais. Moi, il y en a un que j'ai pas encore regardé mais qui est réputé, c'est Crash Landing on You, ou It's Okay to Not Be Okay, ou Boys Over Flowers, ou encore K-Pop Demon Hunter. Toujours dans l'optique, vous l'avez compris, on aime le répéter ici, hein, de faciliter la promotion à l'international. Le troisième ingrédient, et celui qui porte le plus à débat, c'est une image propre et familiale. Là où l'industrie musicale occidentale mise souvent sur la provocation, la K-pop, ou la culture coréenne en général, a choisi de se positionner comme un divertissement safe. Peut-être que vous le savez pas, mais la Corée du Sud, elle est ancrée dans une histoire et un héritage confucéen. Et Confucius, si vous ne savez pas qui c'est un philosophe chinois du 6e siècle avant notre ère dont les idées mettent l'accent sur le respect des anciens, la famille, l'harmonie sociale. Donc, dans ce pays, l'héritage reste profondément ancré dans la culture et elle façonne aujourd'hui les valeurs collectives avec la politesse, le sens du devoir familial, le sens du devoir professionnel au quotidien. Donc, les idoles, les acteurs et les personnalités publiques coréennes internationales sont présentés comme respectueux, polis, toujours souriants. Et peut-être que vous voyez où je veux en venir, mais cette image propre n'est pas juste un prérequis tacite. Elle est stipulée noir sur blanc dans les contrats d'artistes avec leur agence ou leur maison de production. Les contrats imposent souvent des règles très strictes sur le comportement, l'image, la vie privée, voire la consommation d'alcool, de cigarettes, la fréquentation de lieux comme les nightclubs et encore tout ce qui touche à leur physique, donc la prise de poids, etc. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, voyons-nous. Certaines parties du contrat guident même parfois la bonne conduite à avoir envers les fans. Donc modestie, gentillesse, gratitude, forme de sweetness ou de naïveté assumée qui pousserait les fans à les aimer encore plus. Et bien sûr, souvent, ces contrats engagent les artistes sur de longues années avec des pénalités en cas de rupture qui se veulent parfois particulièrement dissuasives. Tout ça pour garantir cette image propre et contrôlée. Une esthétique qui vise autant, encore une fois, le public coréen que le public international, avec cette image positive, rassurante, accessible même aux plus jeunes et à leurs parents. D'ailleurs, attention au dérapage. Tout artiste qui sort des lignes se voit cancel. On a eu dernièrement le cas avec l'acteur Kim So-yoon, impliqué dans la mort de l'actrice Kim Sae-ron, qui se serait suicidée à cause de lui. Donc ça, c'est vraiment récent. Mais l'image de Kim So-yoon a fait un virage 360 cette année avec un cocktail de relations amoureuses sulfureuses, mensonges, suicides et procès publics sur les réseaux sociaux. Procès normal et public. Cette affaire a entraîné la rupture des partenariats de Kim So-yoon avec des marques internationales et l'annulation de tous ses projets en cours. Donc l'inverse de ce que on entend par image propre et familiale. Donc forcément, il colle plus et il va plus dans la case. La question des suicides, des pressions psychologiques sur les artistes constitue le revers de la médaille. Donc je vous conseille par exemple la vidéo de Hugo Décrypte qui traite ce sujet. La vidéo s'appelle, je crois, J'ai enquêté sur les dérives et abus de la K-pop. Très très intéressante. Hello, c'est la Audrey de la post-prod. Je voulais quand même nuancer mon propos parce que je trouve ça important. Ce que je voulais dire, c'était que plus un artiste gagne en expérience aujourd'hui, plus la contrainte contractuelle s'allège. Les artistes bénéficient aussi de plus en plus de meilleures lois visant à raccourcir les contrats, permettre des conditions négociables, une meilleure rémunération et aussi la capacité d'imposer ses propres choix. Cependant, une nuance dans la nuance, seuls les artistes, personnalités les plus établis bénéficient de ces avantages. La majorité des rookies, comme on peut les appeler, ou personnalités moins connues, restent liées à des paramètres standardisés et très restrictifs, comme exposé précédemment. On peut compter aussi sur le rôle des fans qui font pression sur cette industrie pour accorder de meilleures conditions à leurs idoles. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la page Instagram de Chloé the Fangirl, qui a eu la gentillesse d'intervenir et vous le verrez juste après. Voilà, maintenant vous êtes passé, désolé, de l'autre côté de la matrice, et ne me remerciez pas, hein, c'était fait avec le cœur. Bon, maintenant que vous avez la recette marketing, entre guillemets, pour internationaliser une culture, on va voir comment cette recette peut être aussi utilisée à d'autres échelles, et peut-être même pour d'autres projets. Ici, ne voyons donc plus la Corée du Sud comme un gouvernement, mais comme
peut-être ce professeur hyper charismatique qui vous enseigne le marketing avec des études de cas hyper captivantes. Parce que oui, pour moi, la Corée du Sud est l'un des meilleurs professeurs de marketing du 21e siècle. Non, j'exagère pas. Oui, peut-être que j'exagère un petit peu. Alors, qu'est-ce que notre professeur nous enseigne? La première chose que ce professeur nous enseigne, c'est que raconter une histoire, c'est hyper important avant de vendre un produit. On l'a vu, hein, chaque K-drama, chaque clip de K-pop raconte une histoire avec ses thématiques universelles. La narration est partout dans cette stratégie d'internationalisation. Que ce soit l'histoire d'amour impossible dans Boys Over Flowers, le récit de résilience dans Queen of Tears ou la mise en scène ultra spectaculaire d'un concert de BTS ou de Blackpink. Ce que ça nous apprend, c'est que le produit seul ne suffit pas. Ce qui séduit, c'est l'histoire que vous lui associez. La deuxième chose que ce professeur nous apprend, c'est comment instrumentaliser les fans ou les clients pour qu'ils deviennent vos propres ambassadeurs. Hello, c'est encore la Audrey de la post-production, je sais, je vous ai manqué. Comme teasé précédemment pendant la production de cette vidéo, j'ai eu la chance de rencontrer Chloé, connue sur les réseaux comme Chloé the Fangirl. Elle a pas moins de 2 thèses sur les fans, oui je sais, elle gère, et une super connaissance de l'industrie K-pop. Elle est donc mieux placée que moi pour vous expliquer comment l'industrie culturelle sud-coréenne transforme ses fans en ambassadeurs, notamment grâce à la relation parasociale, et comment aussi l'industrie de la K-pop tout particulièrement joue sur le paradoxe entre perfection de l'idole et accessibilité / humanisation. Alors, une relation parasociale, c'est un terme un petit peu technique pour décrire tout simplement le fait de se sentir proche d'une célébrité ou d'un personnage. Vous ne connaissez pas la personne dans la vraie vie, elle vous connaît pas non plus, mais pourtant vous avez de vraies émotions par rapport à cette personne. Et nos cerveaux sont pas capables de faire la différence entre une vraie personne et une personne qu'on voit sur un écran. Forcément, d'un point de vue marketing, ça veut dire que les fans sont les meilleurs ambassadeurs, puisque les projets de l'artiste sont comme des projets d'un membre de la famille ou d'un proche. Si votre mère sort un album de musique, vous allez l'écouter, vous allez l'acheter, vous allez en parler autour de vous, même si la musique ne vous plaît pas excessivement. Et c'est ce qui se passe dans le cadre des fandoms de K-pop, qui s'organisent de manière extrêmement structurée pour pouvoir faire streamer l'artiste, par exemple, alors même que de temps en temps, on a même des fans qui assument le fait qu'ils sont pas hyper fan de cette musique-là. Il y a régulièrement des blagues sur les réseaux sur le fait que, bon, ce son-là, on le stream, mais vraiment par loyauté, quoi. Les fans vont aussi défendre les idoles de K-pop et les acteurs de K-drama vis-à-vis des critiques externes, même si au fond, ils sont un petit peu d'accord. Ce qui est super intéressant aussi avec cette relation parasociale, c'est qu'elle permet en fait beaucoup plus de liberté créatrice pour l'artiste. Il peut avoir l'air triste, fatigué, en colère, et les fans vont continuer à l'aimer en fait, et à le considérer comme une célébrité avec une aura en fait. C'est ce contenu beaucoup plus authentique et beaucoup plus naturel qui a permis de créer une véritable relation parasociale, puisque la plupart des fans arrivent à s'identifier à l'artiste s'il montre des côtés humains et pas seulement son aura de superstar. En résumé, si le produit est en réalité une relation fantasmée avec une personne, la marque a tout intérêt à comprendre la nature de la relation parasociale à cet individu pour pouvoir proposer une stratégie adaptée. Donc, les agences, artistes et plateformes exploitent la force collective, la passion et la mobilisation des communautés de fans pour atteindre des objectifs stratégiques, souvent commerciaux ou médiatiques. En résumé, pour la faire vraiment courte, les fans deviennent eux-mêmes des agents marketing, ils partagent le contenu, amplifient la visibilité et parfois organisent même des campagnes caritatives au nom de leur artiste préféré. Bref, l'industrie K-pop transforme l'énergie des fans en une machine de communication collective qui donne l'impression à chacun de contribuer directement au succès, parfois, de leur idole. C'est ce que fait notamment aussi le Japon. Et qu'est-ce qui découle de ça, naturellement, si on devait rajouter une leçon à prendre en compte, c'est quand vous avez des fans, quand vous avez une communauté qui peut être engagée, c'est de créer des expériences immersives. Là, on reprend, hein. Les concerts, les fan meetings, le merchandising exclusif, tout ça fait partie d'une stratégie expérientielle et les fans ne consomment pas seulement une musique ou une série, ils vivent une expérience qui les donne envie encore plus de s'engager après ou de dépenser leur argent. Dans n'importe quel business, l'expérience compte autant, voire plus, que le produit lui-même. Combiné à un storytelling solide, vous avez le cocktail parfait pour n'importe quelle cible accro.
Une autre leçon que vous pouvez intégrer à vos stratégies ou à votre volonté de communiquer ou de faire du marketing, que ce soit à votre échelle ou à l'échelle de votre entreprise ou de vos projets, c'est l'importance de multiplier les points de contact. L'industrie culturelle sud-coréenne a parfaitement compris une chose, c'est que pour exister, il faut être partout. Ça passe d'abord par des partenariats stratégiques avec des géants comme Netflix ou Disney+, qui assurent une diffusion mondiale continue à la même échelle que du programme qui viendrait des États-Unis par exemple. Grâce à eux, ce qui était autrefois un genre régional est devenu un phénomène planétaire. On a parlé de Squid Game ou The Glory par exemple, qui ne sont pas seulement des séries, ce sont des vitrines de la langue, de la cuisine, des paysages, des traditions, et qui attisent aujourd'hui la curiosité et l'envie de découvrir ce pays. Petite parenthèse nostalgique et voir s'il y a des gens ici qui ont vécu les mêmes traumatismes que moi. Mais moi, avant Netflix, je regardais mes dramas sur un site qui s'appelait Drama Passion. Les épisodes étaient découpés en morceaux de 8 minutes, si je me souviens bien, avec des pubs à chaque fois, l'enfer total. Et si donc vous avez connu ça, manifestez-vous en commentaire, ça va un peu raviver ma nostalgie. Côté musique, YouTube a servi de véritable porte-avions pour la K-pop, les clips, les lives, les contenus dérivés, souvent sous-titrés dans plusieurs langues. Et c'est YouTube aussi qui a propulsé BTS, Blackpink et d'autres au rang d'icônes mondiales, bien au-delà même de la musique en général. Enfin, il y a bien sûr les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Twitter qui amplifient l'effet viral grâce notamment, on en a parlé, aux fans. Entre danse, challenge, hashtag, la fanbase crée des milliards de vues et d'interactions. La culture coréenne n'est plus seulement consommée, on en a parlé, elle est vécue, partagée, remixée par les fans du monde entier. Donc la leçon ici, c'est soyez présents partout où vos clients passent du temps. Et surtout, adaptez vos contenus à chaque plateforme pour créer une expérience qui capte, engage et fidélise. Ce que sait très bien faire aussi la Corée du Sud, c'est jouer entre l'équilibre local et global. Le pays et les acteurs privés ont très bien compris qu'il faut parfois adapter son produit au marché, et ici donc au marché global, mais sans jamais perdre son identité. Les albums en japonais pour les fans nippons, les sous-groupes chinois parfois, les membres étrangers intégrés dans les groupes, bref, on pense global tout en restant ancré dans le local. L'industrie culturelle coréenne s'inspire bien évidemment des États-Unis pour la puissance médiatique et du Japon parfois peut-être pour l'esthétique soignée et la précision, mais elle s'en distingue en proposant une culture douce, moins violente, plus inclusive et surtout interactive, même s'il faut nuancer parfois. Ajoutez à ça des investissements massifs dans le numérique et la culture participative, fan club, lives interactifs, événements dédiés, et vous obtenez donc un modèle redoutable de glocalisation. Désolée, c'est un nouveau mot. La glocalisation, c'est un néologisme issu de la contraction, donc je pense que vous l'avez deviné, entre globalisation et localisation. Ce concept désigne la stratégie qui consiste à adapter donc un produit, un service ou une pratique globale aux spécificités culturelles, sociales et linguistiques des marchés locaux, tout en pensant à l'international. La Corée du Sud nous montre qu'une stratégie mondiale réussie n'efface pas le local. Elle le met en scène, elle l'adapte et le fait voyager. Allez, on boucle la boucle. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi K-pop Demon Hunter a été un aussi grand succès? Au départ, c'est juste l'État sud-coréen qui a injecté des financements, créé des politiques d'exportation et signé des accords de coproduction. Puis peu à peu, il s'est effacé au profit des agences privées, des acteurs privés et des plateformes mondiales. Résultat, il a créé un modèle unique où chaque maillon de la chaîne est contrôlé, de la production au digital, du storytelling aux fans transformés en ambassadeurs. Ce modèle n'est pas seulement culturel, il ressemble à s'y méprendre aux stratégies marketing des grandes entreprises internationales, redoutablement bien organisées. Et c'est là la vraie leçon. Peu importe votre projet, votre secteur ou votre échelle, il y a quelque chose à apprendre de cette machine. Alors aujourd'hui, pour moi, la Corée du Sud n'a pas seulement créé une industrie culturelle à exporter, elle a écrit, allez, j'exagère pas, je vous jure, le meilleur manuel de marketing du 21e siècle. Et n'hésitez pas à vous en inspirer. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses sur la stratégie marketing avec cet angle que moi j'aime bien beaucoup de la Corée du Sud. Franchement, on aurait pu parler encore des heures. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas exhaustive, notamment sur la promo complètement dingue autour de K-pop Demon Hunter et les détails cachés de ce film. Si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo dédiée uniquement à ça, dites-le moi en commentaire.
Vos retours guident les prochains sujets de cette chaîne et on sort une vidéo par mois, alors rendez-vous au prochain épisode. Et prenez soin de vous. Bisous!